Je m'appelle Stanislas Dehaene, je suis le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un rapport récent du Conseil scientifique qui s'appelle La scolarisation des élèves sourds en France, état des lieux et recommandations. Je voudrais juste rappeler que d'abord tous ces textes du Conseil scientifique sont disponibles sur le site du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui est abrité par Canopé. Et également que les 4 derniers textes du Conseil scientifique sont publiés sous forme d'un petit livre que voici, qui s'appelle L'école éclairée par la science. Il regroupe donc 4 textes, je peux en parler très rapidement. Le premier sur la recherche translationnelle en éducation, pourquoi et comment il faut mener des recherches à l'éducation nationale pour mieux comprendre quelle pédagogie fonctionne. Deuxièmement, des recommandations pédagogiques pour accompagner l'enseignement à distance qui ont été publiées vers la fin du premier confinement, mais qui en fait sont des recommandations pédagogiques qui peuvent s'appliquer dans d'autres contextes. Troisièmement, un chapitre sur éduquer à l'esprit critique, quelque chose d'extrêmement important, comment faire en sorte que les élèves soient en mesure de critiquer les sources des informations et accorder leur confiance à certaines sources, mais peut-être être plus sceptique par rapport à d'autres. Et puis, le texte dont nous allons discuter aujourd'hui, le texte sur la scolarisation des élèves sourds en France, état des lieux et recommandations. Je précise que nous sommes accueillis par la Fondation Hugo du Collège de France, dans les studios de la Fondation Hugo. Alors, je me tourne donc vers Caroline Huron, qui est psychiatre, chargée de recherche à l'INSERM. Caroline, tu diriges le groupe de travail consacré au handicap, à l'inclusion scolaire. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'esprit dans lequel travaille ce groupe de travail, avant qu'on passe à cette question spécifique de la surdité à l'éducation nationale? Donc la réflexion du conseil scientifique, du groupe de travail situation de handicap inclusion, portait sur la facilitation de la scolarisation des élèves en situation de handicap. On a eu plusieurs axes de travail. Le premier, ça a été d'essayer d'améliorer les conditions dans lesquelles les candidats vont passer les examens, le bac, le DNV, etc. Pour ça, on a eu une recommandation assez simple, qui était de dire qu'il y a des aménagements, des moyens de compensation qui sont mis en œuvre pour compenser les difficultés liées au handicap de ces jeunes et pendant toute la scolarité. Et il faut que ces moyens de compensation soient aussi présents au moment des examens. Donc ça peut être du temps majoré, ça peut être une aide humaine avec un secrétariat, ça peut être une police plus grosse, mais en tout cas il faut maintenir ces moyens pendant l'examen, ce qui pose problème depuis des années avec une procédure qui est très lourde et un goulot d'étranglement qui est le passage par les médecins scolaires qui doivent évaluer des centaines de dossiers. Voilà. Parce que si j'ai bien compris, les élèves reçoivent des aménagements pendant le temps scolaire, mais ce ne sont pas forcément les mêmes qui s'appliquent au moment de l'examen. C'est ça. Donc la recommandation phare du conseil scientifique, ça a été de dire qu'il faut une continuité des aménagements. Les élèves en sont habitués à travailler comme ça, il faut qu'ils puissent continuer à travailler avec les mêmes moyens de compensation pendant les examens. Et donc, si la procédure ne permet pas ça, il faut changer la procédure. Donc, il y a eu un décret qui a été modifié pour essayer d'alléger la procédure. Pour autant, on a des retours des associations de familles qui disent que ça n'a pas complètement réglé la question. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une évaluation de l'efficacité de ce décret avec combien d'aménagements sont refusés et pourquoi. Ça me paraît important. Il y a une idée fausse qui était très importante, qui était que le nombre de demandes d'aménagement explosait d'année en année. Et en fait, quand on a regardé les chiffres, il y avait à peu près 6% d'élèves, de candidats qui demandent des aménagements, alors que dans les autres pays, on est à 12-14%. Alors effectivement, ça va continuer à augmenter parce qu'on a un retard à rattraper, il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut prévenir et organiser le système pour pouvoir répondre à ce besoin qui est croissant. Donc ce que vous dites quelque part, c'est qu'il faut aménager les examens, aménager le temps scolaire, que c'est finalement strictement normal. C'est normal qu'il y ait à peu près 5 ou 10% ou 12% d'élèves qui aient des difficultés spécifiques, un peu comme certains d'entre nous doivent porter des lunettes, certains ont des besoins particuliers. Et finalement, votre but, c'est aussi de rendre l'école plus bienveillante, on peut dire, de ce point de vue-là, pour les élèves avec handicap. Oui, et donc c'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec les autres groupes de travail. En particulier, on a travaillé avec le groupe des évaluations nationales pour que lors des évaluations nationales, il y ait aussi des versions
spécifiques pour les enfants en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on juge le même contenu, on évalue les mêmes compétences, mais on prévoit des questions d'accessibilité pour les enfants sourds, pour les enfants aveugles et pour les enfants avec des troubles moteurs ou avec des troubles 10. Donc on en parlera ici, mais ça c'est un des travaux qu'on a effectué effectivement pour que toute l'école se prenne l'habitude de s'adapter, d'aménager pour les enfants en situation de handicap. Et vous êtes appuyé sur la comparaison avec d'autres pays, je crois en particulier l'Écosse qui a été en avance. Donc en Écosse, ils sont très en avance sur les questions d'accessibilité des examens, effectivement, parce que nous, par exemple, on ne peut pas mettre plus que de l'Arial 20. Donc il y a des enfants qui vont avoir besoin d'une police. On a des enfants qui vont avoir besoin d'une police beaucoup plus grosse ou de fonds particuliers, etc. Et nous, on ne sait pas le faire encore en France. Et donc c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent être améliorées de ce point de vue-là. D'accord. Alors justement, on va parler d'une situation spécifique aujourd'hui, puisque c'est la sortie de votre rapport, la scolarisation des élèves sourds en France, état des lieux et recommandations. Je me tourne donc vers Stéphanie Collin, qui est maîtresse de conférences à l'Université Lyon 2 et membre de l'Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation. Et donc, c'est vous, Stéphanie, qui êtes la principale auteure de ce rapport. Parlez-nous d'abord des auteurs de ce rapport, qui sont des experts de la surdité à différents titres. Tout à fait. Donc, effectivement, déjà, je tenais à dire que j'étais ravie de pouvoir partager avec vous les conclusions de ce rapport qu'on a co-dirigé avec les collègues, les chercheurs Christine Petit, Jacqueline Gebhardt, Carlo Gherardi, et qui sont tous les quatre, nous sommes des chercheurs, des experts en surdité, mais de disciplines différentes. Aussi bien donc, du côté du médical, de la linguistique, de la psycholinguistique, du cognitivisme et du développement. Et même de la génétique de la surdité, n'est-ce pas? Donc cette pluridisciplinarité, je pense, c'est ce qui a fait la force de notre rapport, c'est que j'espère qu'elle a permis de pouvoir couvrir l'ensemble des thématiques qui sont liées à cette problématique qui est celle de la scolarisation des élèves sourds. Alors le rapport, voici, il fait une 50aine de pages. On va discuter avec vous de son contenu. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en le lisant. Il y a énormément d'éléments extrêmement intéressants et aussi un certain nombre d'idées fausses sur les enfants sourds, sur les personnes sourdes qui en ressortent. Mais la première chose, donc, dans ce rapport, c'est un constat. Et un constat qui est assez dur. C'est très difficile d'être un élève sourd en France aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de ce constat sur le parcours des enfants sourds. En gros, aujourd'hui, on comptabilise à peu près un peu plus de 10 000 enfants sourds en France, de la maternelle au lycée, qui sont scolarisés pour 3/4 dans des établissements ordinaires et le quart restant dans des établissements spécialisés, c'est-à-dire dans des instituts nationaux de jeunes sourds, de 4, et des établissements ou services médico-sociaux. Voilà. Pour ceux qui en ont besoin, donc il y a des aménagements qui existent et qui sont non négligeables, à savoir à la fois donc il y a des aides techniques, des aides humaines, mais également des dispositifs pédagogiques adaptés pour pouvoir leur permettre donc une scolarité qui soit la plus aisée possible. Et bien sûr un suivi par des équipes pluridisciplinaires qui sont là en appui pour cette scolarisation. Donc ça c'est déjà énorme, c'est déjà bien, mais cela reste insuffisant encore. Et ça, c'est toujours l'objectif de ce rapport, c'était aussi, quand le conseil scientifique nous a fait appel à nous, c'était aussi de pouvoir s'appuyer sur des aspects scientifiques et surtout des aspects scientifiques. Donc c'est ce que nous avons fait. On a bien travaillé, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille sur ce rapport, et on a donc épluché toute la littérature scientifique sur ce domaine-là. On a aussi auditionné des experts dans ce domaine, français, étrangers. Et ce qu'on a pu apprendre de tout ça, c'est que les études révèlent, eh bien oui, comme vous disiez, un retard insuffisant, un retard vraiment académique, on va dire. Qui n'est pas propre à la France, d'ailleurs, en soi, qui est une difficulté que connaissent tous les pays, il me semble-t-il. Oui, après, ça dépend aussi de ce qui est mis en place, c'est ce dont donc, je vais discuter.
Mais oui, de façon générale, tout ce qui concerne les apprentissages fondamentaux tels que la lecture, il y a des retards. On estime à peu près à 6 ans de retard l'âge de lecture par rapport à des pères. 6 ans. Ça fait quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est vraiment à mettre en avant. Et également, ça touche aussi les situations professionnelles et personnelles. On remarque aujourd'hui un taux encore insuffisant d'étudiants dans le supérieur, un taux de chômage qui est 4 fois plus important que la population normale, et puis aussi chez les jeunes adultes des détresses psychologiques avérées. Mais ça, j'ai appris ça dans votre rapport, et c'est sans doute aussi lié au fait d'être, pour certains d'entre eux en tout cas, en difficulté scolaire, mais il y a un taux de suicide qui est beaucoup plus important chez les personnes sourdes. Effectivement. Ou de dépression. Il y a une enquête qui a été menée en 2012 par Sinton, je crois bien, qui dit effectivement qu'on a des témoignages de personnes parce qu'on a quand même essayé de savoir d'où ça provenait quand même. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce mal-être existant. Et la raison la plus évoquée, c'était bien la maîtrise d'une langue. Alors ça, c'est le point fondamental de votre rapport. Et vous nous expliquez qu'en fait, il y a plusieurs possibilités pour les enfants sourds. En France, on a la langue des signes française, et puis on a le langage parlé complété. D'ailleurs, on a en ce moment même la traduction simultanée dans ces deux langues, de sorte que vous puissiez tous voir à quoi ça ressemble, et puis bien sûr que les personnes qui pratiquent ces langues puissent nous entendre, si je puis dire, communiquer avec nous. Alors expliquez-nous un petit peu quel est l'enjeu de ces deux langues différentes, ou des deux moyens d'avoir une langue, et quelles sont les conclusions finalement de votre rapport là-dessus. Alors déjà, je tenais à remercier vraiment le conseil scientifique d'avoir pu permettre qu'il y ait un interprète en LSF et une codeuse en LFPC, puis un vélotypiste, parce que vraiment là, vous avez rendu possible l'accessibilité à tous, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis parce que, notamment pour la langue française parlée complétée, c'est encore aujourd'hui dans les médias, elle est très peu représentée, très peu connue, alors qu'aujourd'hui, les enfants sourds, les élèves sourds, ont accès à ces deux types de langage. Alors expliquez-nous comment ils fonctionnent, quelles sont les différences. On les voit, mais enfin, vous allez pouvoir nous expliquer. Alors, donc nous avons la langue des signes, qui est donc la plus connue des langues, quand elle est associée au monde de la surdité. Donc c'est une véritable langue naturelle, une langue à part entière, qui a sa propre syntaxe, ses propres règles de grammaire, son lexique signé, mais également qui véhicule une véritable culture. Donc c'est une langue à part entière. Alors que le langage parlé complété, ou encore appelé langue française parlée complétée, c'est un système d'aide à la communication qui est associé à la lecture labiale et un code gestuel, qui repose en fin de compte, je me reprends, sur la lecture labiale et un code gestuel qu'on va utiliser et qu'on va apposer autour sur le visage pour lever l'ambiguïté de cette lecture labiale. Voilà, parce que dire sur les lèvres, on a parfois l'illusion que c'est faisable, mais en réalité, il y a beaucoup d'ambiguïté, n'est-ce pas? Il y a des consonnes et des voyelles même qui se ressemblent énormément sur le plan labial, et donc le geste qui est ajouté par le locuteur du langage parlé complété permet de savoir de quel son il s'agit finalement. Et ceci en temps réel, n'est-ce pas? Ça ne ralentit pas la parole. Pas du tout. Donc l'idée, c'est de pouvoir coder aussi vite que l'on parle pour pouvoir permettre la perception en sa totalité de la langue orale. Donc, quand vous disiez qu'il y avait des syllabes qui étaient difficiles à distinguer sur les lèvres, nous avons par exemple pa, ba, ma va être associé à ce geste, pa, ba, ma. Mais c'est aussi vrai pour des items lexicaux comme maman, papa. On va utiliser des configurations différentes pour les phonèmes consonantiques. Donc le M codé comme ça et le P comme ça. Donc ça va nous donner. Et les voyelles, donc situées ici le A et le A. Donc nous avons papa, maman. Et on peut coder ainsi des phrases, on peut chanter. Il n'y a aucun, voilà, tout est possible avec ce code qui est donc accessible en une dizaine d'heures au niveau des clés, et puis entre 6 à 8 mois pour vraiment coder aussi vite que l'on parle. Et alors ce que vous dites dans le rapport, si j'ai bien compris, vous allez bien clarifier, mais c'est aussi ce que j'ai appris moi du côté des sciences cognitives, c'est que on peut avoir l'un
langue des signes française, on peut avoir le langage parlé complété, mais il faut absolument une langue très rapidement pour les enfants sourds. C'est vraiment le point clé. Il y a un problème de plasticité cérébrale aussi. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je reviens un peu en arrière sur les conclusions de ces études scientifiques qu'on a pu relever dans la littérature. Et on s'y est penché et on a remarqué effectivement que ces études étaient menées sur un grand public, ce sont des études de grande envergure, qui ne prenaient pas en compte l'hétérogénéité de la population sourde. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il n'y a aucun sourd qui ressemble à un autre. Il y a des facteurs vraiment qui les différencient. Ça peut être un enfant sourd peut être atteint de surdité légère, voire profonde ou profonde. Un enfant sourd peut être né sourd ou devenu sourd. Un enfant sourd peut avoir des parents sourds ou des parents entendants, sachant qu'aujourd'hui, c'est important je crois à le dire, seulement 5 à 10% des enfants sourds sont nés de parents sourds. Et ça, c'est vrai que... Donc ça fait une difficulté supplémentaire pour parler dans sa famille. Voilà. Puis il y a la question de l'implant cochléaire dont on n'a pas encore parlé, qui crée une énorme différence aussi suivant l'âge, n'est-ce pas, auquel il est procuré. Oui, donc ça fait également une différence. Nous avons des enfants qui sont appareillés, donc avec des appareils auditifs, des contours d'oreilles, qui viennent amplifier donc les sons qui restent encore valides. Mais, et nous avons donc l'implant cochléaire qui, elle, est une prothèse électronique qui est implantée chirurgicalement au niveau de la cochlée, qui est l'organe de l'audition. Voilà. Donc, et c'est assez récent, ça arrive il y a une quarantaine d'années seulement, mais maintenant, de plus en plus, cette technique est de plus en plus maîtrisée et préconisée de plus en plus tôt, avant l'âge de 1 an, voire 6 mois aujourd'hui. Parce que, je reviens à votre question par rapport à la plasticité cérébrale, l'important, on a donc cette fameuse fenêtre temporelle qui s'étend de la naissance à l'âge de 3 ans et demi, qui tend à se réduire jusqu'à l'âge de 8-9 ans, voire un peu plus tard pour certains. Mais donc, grâce à ces données, on peut vraiment aujourd'hui mettre l'accent sur le fait qu'il est important de donner et bien d'apporter une langue précocement, régulièrement et intensivement aux enfants, à nos enfants en tant que parents, mais également à nos élèves quand on est enseignant et personnel éducatif. Donc ça, c'est la première recommandation qui s'adresse d'ailleurs au départ aux familles, aux parents. C'est d'abord arriver à détecter, je pense, la surdité précocement, et ensuite arriver à donner une langue. L'une de ces possibilités, très diverses, vous l'avez décrite, précocement. On a eu par exemple il y a une semaine un colloque au Collège de France où est intervenue Nama Friedman qui nous a montré que au-delà de 20 mois sans exposition à une langue quelle qu'elle soit, eh bien il y a une perte qui est essentiellement permanente dans le cerveau pour certains aspects de la syntaxe. Ça veut dire que tout est perdu, bien entendu, il y a une plasticité qui se prolonge, mais ça veut dire donc que l'école doit prolonger cet effort initial, et j'imagine donc la maternelle, l'école primaire sont des moments clés pour ces enfants, pour acquérir une langue de façon extrêmement fluide. Et comment ça se passe? Alors quelles sont vos recommandations dans ce domaine? Alors pour vous faire ces recommandations, je vais quand même poursuivre en mettant vraiment en valeur qu'il y a des réussites. Vous parlez Bien sûr. Il y a des réussites auprès des sourds et elles sont nombreuses, mais ces réussites, on peut le voir, sont conditionnées par par cet aspect, comme on disait, d'apport d'une langue précoce, structurée. Et comme vous le disiez, cela va nécessiter donc un dépistage précoce. Ça, c'est la première chose. J'ai appris d'ailleurs dans votre rapport que certains enfants étaient dépistés tôt, mais d'autres développaient une surdité, ce n'était pas immédiat, et donc il fallait redétecter et être capable de détecter qu'une surdité s'était installée ou s'était approfondie dans la petite enfance, n'est-ce pas? Voilà. Donc il est essentiel, et c'est depuis 2012, donc c'est assez récent, qu'il a été mis en place un dépistage néonatal systématique. 2-3 jours après la naissance, il y a ce dépistage. Sauf que pour les surdités qui sont survenues après la naissance ou qui sont progressives, il est nécessaire, ça fait partie de nos
recommandation, c'est de pouvoir, dès la rentrée, à une petite section maternelle, qui est l'école est obligatoire de 3 ans, eh bien d'instaurer un dépistage systématique, un nouveau dépistage. Voilà, et là, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui n'avaient pas été détectés au départ, voilà, dont la surdité s'est approfondie, s'est aggravée. Donc ça, c'est vraiment très important, et qu'il y ait un suivi au cycle du primaire pour donc assurer pour assurer ce suivi, mais également aussi pour tester les enfants étrangers nouvellement arrivés en France. Ça, c'est important aussi. Voilà. Donc, par rapport à ces réussites scolaires, celles que nous avons pu relever, qui sont vraiment mises à mettre en valeur, c'est les enfants donc, qui sont exposés à la langue française grâce à leur appareillage. Comment dire, mais donc ce sont les enfants porteurs d'appareils d'implant cochléaire qui réussissent le mieux, à condition qu'ils aient été exposés précocement, intensivement et régulièrement, je répète, mais c'est important, dans des conditions de communication contingente, c'est-à-dire adaptées aux besoins des enfants. Mais en complément, ils doivent, et c'est ce qu'on a remarqué, lorsqu'ils sont exposés en plus soit à la langue des signes française, soit à la langue française avec en complément le langage parlé dont on vient de parler, voire les deux, et bien ça constitue les conditions idéales pour permettre à tous les enfants sourds d'avoir les mêmes chances que les enfants entendants dans la scolarité. Donc la littérature scientifique montre qu'il y a un bénéfice supplémentaire, au-delà du simple implant ou du simple appareil auditif, à avoir un renforcement par la langue parlée complétée, ou par la langue des signes, ou par les deux. Et les deux, c'est une situation de bilinguisme, en fait. C'est comme s'ils apprenaient 2 langues différentes en même temps, et on sait dans la littérature scientifique sur l'apprentissage du langage que ça ne pose pas de difficulté à cet âge-là. C'est même très facile pour le cerveau des enfants. Pour nous, c'est toujours très difficile à l'âge adulte d'apprendre une nouvelle langue, mais pour eux, finalement, ça se fait très facilement. Alors, c'est vrai aussi des enfants sourds. C'est vrai aussi, il n'y a aucun risque cognitif ni affectif de pouvoir proposer rapidement 2 langues et de modalités différentes, vous avez dit, bimodales. Mais, et j'ai envie de rajouter, à condition que ces 2 langues soient valorisées, que les enfants y trouvent du sens à utiliser ces 2 langues, et que ces langues soient maîtrisées par ceux qui la diffusent. Alors, peut-être que c'est peut-être exagéré. Effectivement, pour les parents, l'idée pour les parents, c'est vraiment que vous puissiez avoir l'intention de communiquer avec votre enfant et que vous le fassiez le plus tôt possible, avec les moyens que vous pouvez. Et j'ai envie de dire, et votre principal, je parle à lui, mais le principal outil qu'on a en tant que parent, on va dire ça comme ça, c'est notre langue première, c'est celle qu'on maîtrise le mieux. Donc autant ne pas se brimer, ne se dire non, je ne peux pas, mais non, votre enfant, il faut faire passer, c'est votre outil de communication, allez-y, et compléter avec la langue des signes, le langage parlé complété, et puis ça viendra progressivement. Mais cette intention de communiquer, elle est primordiale pour que votre enfant se sente bien, se sente accueilli et se sente en confiance pour acquérir progressivement l'autonomie attendue. Alors les enseignants, qu'est-ce qu'on peut leur recommander ? C'est aussi d'interagir avec ces enfants le plus naturellement possible. Est-ce qu'il y a une interaction particulière à mettre en place avec ces enfants sourds ? Comment ça se passe ? Je crois que le premier conseil qu'on peut donner, je dirais, à travers ce rapport, c'est vraiment que les enseignants, mais je dis aussi les enseignants, mais aussi tout le personnel éducatif, y compris les inspecteurs d'éducation nationale, prennent conscience que la langue française, en tout cas l'audition fonctionnelle et les compétences en lecture labiale ne sont pas suffisantes pour pouvoir suivre une scolarité normale. Et qu'il faut rajouter de la langue des signes ou du langage parlé complété. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'on puisse donner les moyens à nos enseignants d'être formés, d'être mieux formés, de pouvoir maîtriser ces types de langage. Alors, et ça on attend un minimum d'un niveau C1, un niveau de bilinguisme en langue des signes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est face à des enseignants qui sont, j'ai envie de dire, eux aussi dans un mal-être parce qu'ils ont du mal à exprimer, à transmettre leurs connaissances
c'est une frustration qui est difficile pour eux et pour les élèves. Et si on ne réagit pas à cette situation, eh bien, on aura des enseignants qui pourront plus faire leur métier comme ils le souhaitent et des enfants qui seront pénalisés. Donc je crois qu'un des actes, enfin en tout cas ce qu'il est possible de mettre en place aujourd'hui, ça serait de pouvoir allouer davantage d'heures dans les formations à la fois initiales et continues aux enseignants spécialisés qui enseignent dans le cadre des ULIS, des unités d'inclusion locale, voilà, d'inclusion scolaire, en blanc, ou encore les PEJ, les pôles d'enseignement de jeunes sourds, où donc ce sont des enseignants spécialisés qui vont apporter la langue des signes, à la fois donc, un enseignement en langue des signes et de langue des signes. Là, on ne parle pas de quelques heures de formation, alors on parle d'une formation de quoi, d'1 an, de 2 ans. J'ai envie de dire, la langue des signes, c'est une langue à part entière, donc c'est sur des stages intensifs, mais encore faut-il être capable que lorsque ces enseignants partent en formation continue, qu'il y ait des autres remplaçants pour pouvoir assurer la classe. Donc voilà, il y a tout un système à mettre en place, mais à partir du moment où il y aura cette maîtrise-là, qui peut être plus ou moins longue en fonction des heures et des moments intensifs qu'on leur propose, là oui, il y aura un véritable enseignement possible. Et ce que je voulais dire, c'est donc vraiment qu'on comprenne, que les enseignants comprennent que cette langue française, parce que majoritairement, quand on est, il y a une majorité des enfants qui sont aujourd'hui donc scolarisés en inclusion individuelle. Et bien souvent, parce que ces enfants ont un implant cochléaire, les enseignants, mais aussi les parents, on a cette illusion que l'implant guérit tout. Alors que oui, c'est impressionnant les bénéfices de l'implant. Mais non, l'enfant, lorsqu'il est en situation, dans un environnement bruyant, et c'est vraiment le cas souvent dans les bars, dans les cours de récréation, à la cantine, là, il n'entend plus rien. Il ne peut plus distinguer les différentes sources, les séparer comme nous le faisons nous, plus ou moins d'ailleurs. Mais donc lui, il est en difficulté particulière. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont les enseignants doivent prendre conscience. Ça, c'est vraiment essentiel. Et au-delà, en plus de toutes les conditions de positionnement en posture frontale pour avoir accès à la langue, à la lecture labiale, mais également l'acceptation qu'il y a besoin d'interprètes et de codeurs dans ces types d'inclusion scolaire. Et donc que ça doit faire partie du pool d'enseignants de l'Éducation nationale. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'enseignants qui se forment pour pouvoir accueillir ces enfants. Et on peut dire une chose supplémentaire aussi, c'est qu'on n'a pas parlé des malentendants. D'ailleurs, c'est vraiment un rapport qui est sur la surdité. Mais l'amplification du professeur dans la classe, c'est aussi un moyen d'intervenir pour aider les élèves malentendants. Voire tous les élèves peut-être. Moi j'avais entendu dire que justement parce que les classes étaient bruyantes, ça pouvait être un bénéfice pour l'ensemble des élèves en fait, de faire attention à la diffusion du son et éventuellement l'amplification de la parole de l'enseignant. Vous confirmez ? Oui, je confirme, mais c'est pour ça qu'on sollicite les enseignants, enfin en tout cas on les amène à porter ce qu'on appelle un micro-cravate, et c'est d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas un micro-cravate, et lorsqu'ils le portent, eh bien, leur message sonore va directement à la prothèse auditive de l'enfant sourd. Donc ça peut aussi aider à faire écran au bruit environnant et éviter ainsi la surcharge cognitive qui est vraiment, et ça c'est vrai pour tous les enfants en situation de handicap. Absolument, et là on parle de la surdité, mais il faut faire attention en général à la diffusion du message de l'enseignant, et ça veut dire aussi est-ce que l'enfant voit bien, par exemple. Dans le rapport sur la lecture, on mentionne au passage qu'en Angleterre, avec une analyse un peu approfondie, ils ont découvert que 20% des élèves qui avaient des difficultés de lecture avaient en fait des problèmes visuels, qui n'avaient pas été compensés suffisamment, qui étaient compensables. Donc ce sont des points importants. Sur la lecture, vous avez une recommandation particulière, puisqu'on a parlé de ce retard de 6 ans, c'est énorme pour apprendre la lecture. C'est vrai que c'est difficile quand c'est pas la langue finalement que l'on parle, la langue des signes n'a pas grand-chose à voir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut recommander pour l'enseignement de la lecture ? Alors, pour l'enseignement de la lecture, je reviendrai en amont sur cette fameuse exposition précoce à une langue structurée. Et donc au message que les parents doivent délivrer à leur enfant. C'est un message qui doit être délivré et qui doit être un message complet, tant au niveau phonologique que morphosyntaxique.
pour que l'enfant puisse progressivement avoir accès, et ça, le langage parlé complété a vraiment toute son importance à ce niveau-là, parce que grâce à ce langage, ce code gestuel qu'on vient imposer autour du visage, pour lever l'ambiguïté de la lecture labiale, tous les mots peuvent être encodés, on va dire, convenablement par l'enfant. Cet enfant, avant d'entrer dans l'écrit, va pouvoir, au même titre que les enfants entendants, encoder les mots correctement au niveau phonologique, mais également des phrases syntaxiques correctes. Donc quand vous dites morphologique, ça veut dire qu'il va entendre le futur, par exemple, dans un verbe, ou l'imparfait, exactement comme une personne qui n'est pas sourde. Voilà. Et ces enfants donc, qui ont eu ce capital avant l'entrée dans l'écrit vont pouvoir apprendre à lire correctement au même rythme que les enfants entendants. Et il est vrai que quand on s'arrête à des études qui testent des enfants, donc ce sont toujours des petits groupes, mais des enfants homogènes et qui ont eu accès à ce langage parlé complété, ces enfants ont une scolarité qui, s'il n'y a pas de problème associé, est tout à fait normale que celle vécue par un enfant entendant. Et ça, c'est vrai aussi pour donc, ce que je veux dire, c'est que le conseil que je donnerais, c'est vraiment de pouvoir apporter précocement, et ça au niveau des enseignants, c'est important que vous jouiez avec la langue, sur la structure de la langue, vous l'expliquiez bien à vos élèves de maternelle pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et... C'est la même recommandation qu'on fait pour l'ensemble des enfants, n'est-ce pas? C'est d'avoir une langue première extrêmement solide avant d'apprendre à lire. Un vocabulaire, beaucoup de notions de morphologie implicites souvent, et syntaxiques bien entendu, et de ne pas hésiter donc à enrichir quelque part l'environnement de ces enfants, et particulièrement lorsqu'ils viennent de milieux défavorisés, ça, c'est une recommandation. C'est ça, mais c'est important d'enrichir, vraiment cette question d'enrichissement et de volonté d'agrémenter, parce que c'est vrai qu'avec les enfants sourds, on a tendance à utiliser des termes génériques pour ne pas aller au plus profond, utiliser le terme de religieuse pour un gâteau, le gâteau pour lieu d'un terme spécifique. Mais pourquoi Il n'y a pas de raison de ne pas leur donner un vocabulaire riche comme les autres enfants. Et bien, c'est tout à fait évident. C'est un déficit très souvent complètement périphérique qui n'a rien à voir avec le développement, je dirais, normal de leur cerveau, de leur intelligence, de leur capacité mathématique ou linguistique. Merci. Il y a encore énormément de choses dans ce rapport. Je veux dire qu'il est extrêmement dense. Il y a beaucoup de recommandations, mais le temps passe. Une des recommandations, c'est quand même d'évaluer convenablement ces enfants, comme il faut, de voir s'ils ont des besoins. Et donc là, je vais me tourner maintenant vers Élodie Persem, qui est professeure spécialisée chargée d'études à l'ADEP, département d'évaluation des programmes de l'éducation nationale. Vous mettez en place à l'ADEP les fameuses évaluations nationales qui ont lieu chaque année, en début de CP, au milieu de CP, en début de CE1. Et alors, effectivement, la question se pose, comment mesurer les compétences cognitives des enfants quand ils sont sourds? Donc, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez mis en place. Oui, alors moi je vais vous présenter effectivement les adaptations et le travail qu'on a mené autour des adaptations à destination des élèves sourds ou malentendants. Il se trouve qu'on a mis en place un groupe de travail en collaboration avec le conseil scientifique, un groupe de travail qui est composé à la fois de chercheurs mais aussi d'enseignants spécialisés et également d'AESH, donc d'accompagnants d'élèves en situation de handicap pour avoir vraiment un regard global sur la situation d'évaluation et pouvoir travailler concrètement sur ces adaptations. Alors il faut avoir en tête que ces évaluations, elles sont destinées à tous les élèves, comme vous le disiez. Elles ont lieu en tout début d'année scolaire parce que leur objectif premier, c'est bien de permettre aux professeurs d'identifier rapidement quelles sont les difficultés des élèves pour pouvoir mettre en place des aides et des remédiations le plus rapidement possible dans l'année. Donc il est essentiel que tous les élèves puissent y participer. Et il est donc absolument essentiel de prévoir les adaptations dont ils pourraient avoir besoin pour éviter de les mettre en situation de handicap durant ces évaluations. Donc ces évaluations, elles ont lieu à partir de supports. Les élèves vont compléter un cahier au fur et à mesure de la passation. Et puis, des guides sont proposés aux enseignants. Vous en voyez un extrait en ce moment. Et ce guide,
On l'a travaillé au travers de... On a fait le choix d'ajouter, enfin de les transformer autour de 3 éléments. On a donné des conseils de passation spécifiques qui peuvent paraître évidents, comme par exemple la manière de ne pas gêner la lecture labiale, mais qu'on souhaitait quand même rappeler. On a fait également un travail autour de la simplification des consignes pour faciliter le passage vers la LSF ou la LFPC. Ce travail de simplification des consignes, d'ailleurs, on a fini par l'étendre à tous les autres cahiers de manière à ce que tous les enfants en bénéficient pour que la compréhension des consignes ne fasse pas obstacle à ce qu'on cherche à évaluer. Ça, c'est un point intéressant parce que quand on fait des adaptations pour des enfants avec handicap, très souvent, ça bénéficie en fait à l'ensemble des élèves. Exactement. On travaille sur la clarté du message, on a parlé de la clarté simplement de l'audition dans la classe ou de la vision du tableau. Enfin, c'est votre travail dans le groupe de travail handicap et inclusion, c'est finalement de rendre la classe plus accueillante pour tous les élèves. Exactement. Et donc là, on voyait quelques exemples de cahiers. Donc il y a des instructions spécifiques pour les enseignants. Quand ils ont un enfant sourd, ils peuvent télécharger le cahier. Des instructions spécifiques. Et dans le guide, on va voir aussi apparaître la mention d'exercices qui sont supprimés ou non selon le mode de communication qui a été choisi par les familles. Et il y a des exercices qu'on a aussi fait le choix de supprimer totalement. C'est le cas de l'exercice de fluence, par exemple, qui a été complètement supprimé. C'est le nombre de mots qu'on arrive à lire en 1 minute, c'est ça? Exactement, oralement, en lecture orale. Donc ça, les enfants sourds ne le passent pas? Pas du tout. Mais ils passent d'autres exercices de lecture sur la compréhension. Exactement. On va garder les exercices de compréhension de l'écrit et de compréhension de l'oral. Et justement, alors là, on va voir un exemple de cahier qui repose sur un exercice de compréhension orale. Et ces exercices de compréhension orale, le support, alors là, vous voyez sur la gauche un cahier standard qui est le cahier que les autres élèves ont dans la classe, en format portrait, où on a 2 zones de réponse de l'élève, puisque ça correspond à 2 questions qui sont posées aux élèves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il va falloir répondre à une question de compréhension de texte. Et sur la droite, vous voyez la page du cahier de l'élève qui a été adapté pour les élèves sourds ou malentendants. Alors, il n'y a qu'une seule question posée par page. Ça va aussi limiter le nombre de consignes qui sont données pour se repérer dans la page, pour clarifier un petit peu le message. Et adossé à ce cahier, il y a des vidéos qui sont disponibles sur EduScol en total libre accès. On va y retrouver d'ailleurs les guides adaptés et les cahiers adaptés. Et ces vidéos, elles vont présenter le même support, mais on a une version en langue des signes et une version en langue française parlée complétée. Et donc, je vous propose de les découvrir. Voici la première vidéo en langue française parlée complétée. Donc là, elle est en train de donner les instructions pour passer le test. Elle est en train de lire le texte. Elle est en train de lire le support. Texte. Et ensuite, l'élève va pouvoir répondre tout à fait normalement dans le de manière totalement autonome. Voilà. Et vous avez le même en langue des signes française? Tout à fait. Donc, on va la diffuser également. On a la même version, donc le même texte, mais que vous allez découvrir cette fois-ci en langue des signes. Très bien. Donc, toutes les évaluations sont disponibles maintenant, en tout cas celles de CP et de CE1, sont disponibles sous ce format multilingue. C'est ça, et la mi-CP également. Pour les supports de compréhension de l'oral, on a systématiquement cet appui de la vidéo.
Donc ce qu'on peut dire aux enseignants, c'est en début d'année, si vous avez un enfant atteint de surdité dans votre classe, vous allez télécharger cette partie-là des évaluations nationales. Exactement, sachant que tous les supports adaptés sont présentés sur le site EduScol, puisque la démarche d'accessibilité elle est un petit peu plus large, évidemment. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est présenté ici. On a en réalité 3 formats d'adaptation pour le premier degré, c'est ce que tu évoquais Caroline. On a développé aussi un cahier à destination des élèves aveugles qui est en braille et en relief, avec un cahier de l'adulte accompagnant aussi pour l'aider dans la saisie des réponses. Et puis on a un cahier adapté qui va faciliter aussi le repérage dans la page, la saisie de la réponse, la visibilité d'un certain nombre d'informations. Alors il n'y a pas d'accessibilité universelle, mais ça va pouvoir répondre à un certain nombre de besoins des élèves. Donc pour le premier degré, on a fait tout ce travail et puis on va le poursuivre en collaboration avec ce groupe de travail et on a d'autres projets de collaboration. Et puis dans le second degré, on a aussi débuté cette démarche d'adaptation. On a mis en place des alternatives textuelles aux images pour les élèves qui sont aveugles. Et on a mis en place des exemples d'adaptation pour l'affluence et pour tous les textes qui sont les textes supports de compréhension de l'écrit. Alors ce sont des exemples, ils ont vocation à être retravaillés pour répondre aux besoins spécifiques des élèves sur le terrain. Mais ils enrichissent le message aussi qu'on veut transmettre. Et on a d'ailleurs enrichi aussi notre communication au travers de nos infographies, de nos guides, où on essaie de rappeler qu'il est absolument nécessaire, indispensable de maintenir les adaptations et les moyens de compensation habituels des élèves. Donc on a cette démarche qui est en cours et on va essayer d'enrichir au fur et à mesure nos adaptations pour avoir des adaptations numériques et une accessibilité numérique un peu meilleure, puisque dans le second degré, nos évaluations sont passées sur une plateforme en ligne, donc avec une dimension de l'accessibilité numérique qui vient s'ajouter à la question des adaptations. Et comme on le disait, c'est un travail à la fin d'ergonomie, tout simplement, pour tous les élèves. Je crois que c'est un peu le but de votre groupe de travail handicap et inclusion, de dire ce qui est bon pour les élèves avec handicap va être d'autant meilleur pour les élèves sans handicap. Donc vous avez d'autres projets de travailler sur l'ergonomie des évaluations? Alors il y a des réflexions sur les manuels, sur comment faire pour que les manuels soient accessibles à tous les enfants. Oui. Voilà, il y a des réflexions sur les logiciels, avec une difficulté de faire passer l'idée selon laquelle quand des enfants utilisent un logiciel pour compenser un handicap, le logiciel ne fait pas à leur place. Ça compense vraiment du handicap et qu'on ne va pas pouvoir le retirer non plus au moment des aménagements, parce qu'il faut penser l'avenir. Je pense par exemple au correcteur d'orthographe ou au logiciel qui aide à construire les phrases. Il y a une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on veut pour les enfants en situation de handicap. Est-ce que la question c'est de ne pas les aider trop, ou est-ce que la question c'est de leur permettre d'utiliser ces logiciels pour que dans la vie professionnelle, ils soient capables aussi de les utiliser, parce qu'il ne faudra pas qu'ils fassent plein de fautes et que s'ils ont un correcteur d'orthographe un petit peu sophistiqué, c'est pas forcément un problème. Voilà. Donc ça, c'est toute une réflexion avec une institution qui doit bouger et en particulier, il y a une réflexion à avoir sur la représentation du handicap qui peut y avoir au sein de la société, avec l'idée qui reste qu'une personne en situation de handicap, elle n'est pas compétente. C'est quand même quelque chose qu'on a, des représentations qu'on active de façon automatique. Et il y a un travail à faire aussi au sein de l'éducation nationale pour faire évaluer ces représentations, comme on essaye de faire évaluer les représentations face au genre. Donc ça, c'est une réflexion qu'on aimerait bien avoir aussi au sein du conseil scientifique. Un travail de longue haleine, mais appuyé sur la réflexion scientifique, sur la comparaison internationale aussi, pour voir quels sont les pays dont on peut s'inspirer pour aller plus loin. Merci beaucoup à toutes les trois de vos présentations. Je crois qu'on a un certain nombre de questions de journalistes ou de personnes qui sont avec nous à distance. Oui. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Alors, nous avons une question du média en ligne Hospi Média. Alors, il faut peut-être la lire parce que au vu de vos recommandations, ne faudrait-il pas réfléchir à la formation des professionnels de la petite enfance pour assurer le bain de langage?
Alors, je ne sais pas si on a bien entendu la question, et est-ce qu'il faut la répéter ou pas, ou probablement oui. Donc la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la formation des professionnels de la petite enfance, notamment pour assurer un bain de langage. Stéphanie, peut-être, on en a déjà parlé un petit peu, mais... Voilà, ça me semble essentiel qu'ils puissent être formés à cela, comprendre que c'est important et qu'on puisse leur donner à la fois des apports aussi bien psychologiques que linguistiques, des méthodes, et puis aussi la maîtrise des différents langages qu'on vient d'évoquer. Mais c'est vrai aussi pour tous les enfants, et je crois que la question s'adressait un petit peu aussi de façon plus large. Il y a un groupe de travail du Conseil scientifique qui est dirigé par Anne Christophe, qui est spécialiste de la psycholinguistique, de l'acquisition du langage chez le jeune enfant, et qui va faire des recommandations assez précises sur l'enrichissement de la langue en maternelle notamment. Parce que la première chose qu'on peut dire d'abord, c'est qu'on ne sait pas assez à quel point les enfants de plus jeune âge sont vraiment des héros de l'apprentissage du langage, sont vraiment des génies par rapport à nous, adultes. Donc ils apprennent entre 10 et 20 mots par jour, tous les jours. Voilà. Et ce qui fait qu'ils arrivent rapidement à des milliers de mots par an. Donc il faut que l'environnement leur fournisse ce vocabulaire. Ça veut dire que l'école en particulier doit leur fournir ce vocabulaire. Alors on pense souvent à du vocabulaire sous forme d'imagier, mais c'est pas suffisant. Ça n'est pas que des choses qu'on peut mettre sous forme d'images. Ce sont par exemple des verbes d'action. Il faut avoir un vocabulaire riche pour pouvoir décrire les actions. Ce sont des termes logiques aussi, qui vont ensuite servir pour les mathématiques d'ailleurs. Donc on a tendance parfois à opposer l'apprentissage des langues et l'apprentissage des mathématiques. Mais c'est faux. Il y a beaucoup, et notamment dans ces petites classes, de termes élémentaires, spatiaux, sur, sous, devant, derrière, à gauche, à droite, de termes logiques, de termes numériques bien entendu, mais qui sont aussi très variés, quelques, beaucoup, peu, etc., qui sont essentiels à introduire précocement dans le langage de l'enfant. Et je pense que évidemment ça s'applique aussi aux enfants sourds, mais en fait ça s'applique à tous les enfants en général, c'est ce bain de langage dont on parlait. Alors on aura une recommandation du Conseil scientifique là-dessus. Elle n'est pas encore prête, mais Anne Christophe y travaille avec son équipe. Non, d'autres questions concernait plutôt le nombre de familles qui demandent un parcours d'éducation bilingue LSF en langue française. C'est peut-être une question qui... Alors on n'a pas tellement parlé des noms, effectivement. La question c'est le nombre de familles. On n'a pas parlé non plus des nombres de familles qui sont plutôt LSF et le nombre de familles qui sont plutôt langage parlé complété ou qui font les deux. Et puis le nombre d'enseignants qui maîtrisent ces langues. Est-ce qu'on a quelques éléments là-dessus? Alors c'est extrêmement difficile d'avoir accès à ces renseignements. Vraiment, tout ce qui est statistique au niveau surdité, c'est... Donc là il y a un travail de l'ADEP à mener pour en savoir plus. Et donc voilà, c'est difficile. Moi, ce que je peux vous dire par rapport au pôle d'enseignement de jeunes sourds, c'est qu'il y en a à ce jour, donc ce sont des pôles qui proposent un parcours effectivement bilingue, langue des signes, français, alors français écrit, plus que français oral, alors que nous, dans le rapport, on préconise aussi et surtout du français oral, parce qu'on parle de deux véritables langues. Donc ce sont donc des pôles qui proposent un parcours de la maternelle jusqu'au lycée, un parcours bilingue, et qui, 16 aujourd'hui existent. Il y en a 16. Sauf que il n'y en a que 6, sauf erreur de ma part, il y a 6 académies qui proposent le parcours dans sa totalité de la maternelle au lycée. D'accord. Voilà, et à chaque fois, ça concerne combien d'enfants ces pôles alors? Des classes. On a une classe par académie, mais je ne suis pas très au fait malheureusement parce que c'est pas. Non, on est ici, c'est plutôt le conseil scientifique qui essaie de réfléchir. Et ça, c'est une des recommandations que nous faisons dans notre rapport, c'est d'augmenter le nombre de ces pôles d'enseignement pour que les enfants puissent avoir accès, pour leur faciliter l'accessibilité à ce parcours bilingue que nous disons indispensable. Et nous préconisons aussi qu'on puisse, dans ce cadre de ces parcours bilingues, proposer un co-enseignement, c'est-à-dire que les enfants puissent bénéficier à la fois d'un enseignant spécialisé sourd et d'un enseignant entendant, et qui puissent partager la classe avec des élèves entendants. Et là, vraiment, il y aura possibilité, je crois, si les enseignants sont bien formés à la langue, que les enfants bénéficient de tous ces apports. Mais
on en est encore loin, mais vraiment, il faut vraiment s'y pencher parce que je crois que si on veut vraiment se donner, si on veut vraiment donner les mêmes chances aux enfants sourds, eh bien, ça passe par là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Pardon. Merci beaucoup. Des questions qui nous sont arrivées par l'extérieur. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des outils sur Internet qui peuvent aider les familles ou les enseignants d'ailleurs qui ont des enfants sourds? Alors, il y a pas mal de sites aujourd'hui liés en langue des signes qui proposent des accès aux livres de la littérature jeunesse qu'on peut signer en langue des signes et puis en langue française par les groupes. On trouve les deux facilement. D'accord. Facilement, c'est vraiment en train de progresser. Donc vraiment, j'encourage tous ceux qui peuvent proposer ce type d'application à le faire. Si on veut faire des maths et qu'on est sourd, comment ça se passe? On peut trouver des ressources mathématiques, surtout dans les petites classes, je suppose, où ça dépend du langage, c'est pas évident. Non, il n'y a pas de réponse évidente. Non. Il y a des sites où on peut accéder à la traduction en langue des signes. Mais après, on a dans le cadre d'école inclusive qui propose, en lien avec le Canopé, mais ça c'est vrai pour tous les enfants à besoins éducatifs particuliers, des fiches pédagogiques où on peut, les enseignants peuvent s'y référer pour avoir des supports pédagogiques adaptés. Mais je crois qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Et voire même au sein de notre enseignement, l'enseignement auprès des sourds, il nous manque des outils, des supports pédagogiques. Et je pense que la recherche, là, elle a aussi son rôle à jouer. On aimerait vraiment pouvoir continuer pour pouvoir évaluer, même à un niveau national, ne serait-ce qu'à travers on a aujourd'hui, on a adapté les évaluations nationales pour les enfants sourds, mais pourquoi ne pas pouvoir accéder à ces données en fonction des profils des élèves sourds pour faire un diagnostic de vraiment là où ils en sont et quels sont les besoins, les supports que nous pourrions adapter pour qu'ils puissent avancer. Ça va faire le lien étroit avec notre bouquin, L'école éclairée par la science, qui regroupe les 4 textes récents du Conseil scientifique. Il y a un livre précédent, d'ailleurs, La science au service de l'école, qui regroupe les 4 textes précédents. Mais le premier texte de ce livre, c'est pas celui sur la surdité, c'est celui sur la recherche translationnelle et l'idée justement qu'il faut qu'on ait plus de recherche pour mieux mesurer où on en est, où est l'école française par rapport à d'autres écoles à l'étranger et quelles sont les difficultés réelles des enfants. Donc c'est un appel aussi à avoir plus de données de l'ADEP et à pouvoir les analyser. Je crois que l'interaction, on peut dire une chose, c'est que l'interaction entre le Conseil scientifique et l'ADEP est absolument excellente et que l'école française est extrêmement riche de données qui demandent à être exploitées pour mieux aider les enfants. Merci infiniment Stéphanie Collin, merci à Élodie Percel, merci Caroline Huron et aussi pour tout le travail de ton groupe de travail sur l'handicap et l'école inclusive. Et voilà, on suivra avec attention la mise en œuvre des recommandations de ce rapport qui faisait l'objet de notre discussion aujourd'hui, la scolarisation des élèves sourds en France. Merci. Merci. Et merci à nos interprètes qui nous ont suivis pendant 1 heure. Merci à tous. Ouais, merci.